Voilà. Et merci encore une fois. Et pour un meilleur confort d'écoute, en tout cas, je vous encourage, et vous le faites déjà, à mettre vos micros en mute. Et le moment venu, quand vous devez prendre la parole, vous pouvez désactiver votre micro. Donc, comme expliqué, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet important, donc qui regroupe aujourd'hui beaucoup de gens ici. Et je pense l'intérêt de ce sujet aussi, c'est de peut-être de ressortir des sujets et des éléments peut-être qui ne sont pas forcément discutés ou bien qui ne sont pas discutés de manière très ouverte et aussi voir quels sont les pièges à éviter. Et nous aurons le plaisir d'avoir nos différents intervenants avec leurs différents backgrounds et également notre modératrice qui est Ndeye Awa Gueye. Donc, sur l'agenda, comme expliqué tout à l'heure, donc on fera une introduction du CJD. On aura les 3 tours de table que Ndeye Awa Gueye va animer avec nos intervenants. On vous donnera l'opportunité aussi de poser vos questions, soit via le chat, ou bien si vous êtes dans des conditions pour pouvoir parler, vous pouvez désactiver votre micro et poser votre question de manière très succincte pour permettre en tout cas au maximum de personnes de pouvoir intervenir. Et ensuite, on va clôturer et peut-être vous donner assez d'informations pour pouvoir rejoindre le réseau CJD. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Garli Diaw, qui est le président du CJD, la section Dakar. Donc, il va vous donner un peu plus d'informations sur ce qu'est le CJD, qui nous sommes, et c'est quoi l'intérêt en tout cas du CJD, de rejoindre le CJD en tant qu'association. Donc, s'il est là, je vais le laisser se présenter et nous parler du CJD. Garli. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Djigo Ndeye Awa pour cette organisation et aussi à nos intervenants qui ont accepté d'être parmi nous. Bon, je me présente, je suis Garli Diaw, fondateur et directeur de Sénégal Construction BDP, qui est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est construction, bâtiment, rénovation, voirie et réseaux divers. Et je suis membre du CJD depuis 6 ans, où j'ai eu à occuper les postes de responsable plénière, responsable formation, vice-président de section et maintenant président de section de Dakar. Bon, c'est quoi le CJD? Pour une présentation courte, ce serait de dire simplement que c'est l'école du dirigeant. L'école du dirigeant, parce que on est bien d'accord qu'on n'est pas dirigeant, mais on le devient. Et c'est exactement le rôle du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. C'est un mouvement qui rassemble des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, et qui a comme objectif d'outiller le dirigeant, de le rendre autonome, de l'accompagner pour conduire le changement, d'innover, de progresser au sein de son entreprise. Bon, le CJD existe depuis 1938. On peut dire que le CJD existe depuis 1938. Et là, présentement, le CJD existe depuis 1938 à l'international, existe au Sénégal depuis 2011, ça fait maintenant 15 ans. Et depuis l'année dernière, il a changé de nom pour s'appeler CJDI. Je vais peut-être même prendre un petit temps pour vous expliquer déjà ce qu'est le CJD, le CJDI,
le CJDI Sénégal, le JUD. Voilà, pour que vous ayez une petite compréhension du terme qu'on utilise. Déjà parce que c'est un mouvement pas comme les autres. Dans le mouvement, on se tutoie d'habitude, quelle que soit la taille de nos entreprises, quelle que soit la différence d'âge, on se tutoie. Et nous utilisons, par exemple, quand on parle de CJD, Centre des jeunes dirigeants, à l'international, mais dès sa création, peut-être, il portait le nom du CJP, Centre des jeunes patrons. Pendant l'évolution, il a porté le nom du CJT. Et à l'année dernière, c'est ce qui s'est répété. Maintenant, on parle beaucoup plus du CJDI, c'est-à-dire CJT, Centre des jeunes dirigeants international. Et dans son sein, vous avez le CJD Sénégal, Centre des jeunes dirigeants international du Sénégal. Vous avez aussi Centre des jeunes dirigeants de la Guinée, de la Tunisie, Algérie et autres, pour une présentation géographique. Et là, quand on utilise le terme du JUD, c'est le jeune dirigeant, c'est-à-dire les membres que nous sommes. On est jeunes dirigeants, JUD. Et dans tous les départements dont je viens de vous citer, que ce soit CJD Sénégal, CJD Guinée et autres, l'objectif est la même. L'objectif est toujours d'accompagner le dirigeant à rompre l'isolement, à lui proposant un cadre où il pourra partager sa solitude, ou un cadre où il pourra expérimenter de nouvelles choses et impacter aussi dans l'avenir de l'entrepreneuriat et de nos entreprises. Tout ça, ça se fait autour de 4 valeurs que nous partageons. Que tu sois au CJD, Guinée, Algérie et Tunisie, ou bien Sénégal, nous partageons les mêmes valeurs. Les valeurs que nous partageons font de nous des JD. Et ces valeurs sont la solidarité, la responsabilité, la loyauté et le respect de la dignité humaine. Parce qu'au CJD, on dit que l'économie est au service de l'humain, mais pas le contraire. C'est l'économie qui est au service de l'humain. Quand je parle de l'humain grand H, et voilà, et pas le contraire, que l'humain soit au service de l'économie. Et dès qu'on partage ces valeurs, je vous dis, vous êtes au bon endroit. On est là pour partager, on est là pour avancer, on est là, le mouvement apporte de l'accompagnement et c'est un accélérateur de carrière pour les dirigeants que nous sommes et cadres dirigeants qui regroupent le mouvement. Pour une présentation, bref, c'est ça, et je vous appelle, ou je vous invite à rejoindre le mouvement si vous partagez les mêmes valeurs que nous. Merci à tous et à toutes. Diego, je vous repasse la parole. Merci Garley pour cette présentation. J'espère en tout cas ça a permis en tout cas toutes les personnes ici présentes d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'est le CJD. Donc il y aura d'autres informations qu'on va vous fournir à la fin du webinaire, notamment les prochaines activités, les assez importantes sur lesquelles en tout cas ce serait bien que vous soyez au courant. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Ndeye Awa
nous présenter les différents panélistes et rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez très bien. Oui, très bien. Ok, super, excellent. Alors, merci encore une fois pour cette initiative. Et donc, moi, c'est Ndeye Awa Gueye, et je suis nouvellement membre de CIGD Sénégal. Et dans le cadre de mon travail, j'ai la chance d'accompagner au quotidien des entrepreneurs et donc des dirigeants. Et ce qui me frappe le plus, c'est que derrière ces pitchs brillants et vraiment ces réussites visibles, il y a souvent ces réalités silencieuses, et ce qui me rend en tout cas particulièrement honorée de pouvoir modérer ce moment de vérité. Alors, ce soir, nous avons choisi de briser ces silences, ces réalités silencieuses, qui est la solitude face aux décisions, la fatigue psychologique, la pression financière, les doutes stratégiques. Et donc, on va échanger avec trois personnes qui nous font aujourd'hui l'honneur d'échanger avec nous, de nous partager leur expérience, de nous partager leur vécu. Et donc, très rapidement, nous allons les présenter parce que avant d'être dirigeants, on ne cesse de le rappeler, ce sont des humains. Les dirigeants sont des humains avant d'occuper cette fonction. Et il est temps de parler vrai, de partager et de montrer que le réseau, comme le CJD qu'on a bien voulu présenter au début, n'est pas un luxe, mais une arme anti-solitude. Alors, trois intervenants au profil complémentaire vont nous guider à travers trois grands temps. Nous allons d'abord parler du choc de la posture, ce que personne ne dit avant de devenir dirigeant. Nous allons parler en deuxième temps de la pression, de l'équilibre, de vulnérabilité, parce qu'il s'agit également d'avoir un équilibre dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, pour pouvoir mener à bien ses responsabilités. Donc, comment aujourd'hui ces dirigeants naviguent entre ambition et doute. Nous allons parler en troisième temps du réseau, une arme qui est solide, une arme anti-solitude, et pourquoi on doit diriger on ne peut pas diriger seul. Pourquoi on doit s'entourer? Pourquoi on doit avoir des repères et des coachs, des collègues qui vont nous accompagner dans ce rôle de dirigeant. Alors, plutôt que de lire un CV, on peut les introduire par un mini-portrait très rapide. Nous avons d'abord Mariéty Diouf. On la décrit souvent comme une pionnière du bio et de la cosmétique au Sénégal. Mais ce soir, elle est surtout une femme dirigeante qui a traversé les défis de la croissance et de la structuration avec authenticité, comme on la connaît d'elle. Nous avons ensuite notre cher doyen, M. Samba Sen. Derrière le dirigeant institutionnel et le fondateur reconnu, il y a un homme qui a vu l'écosystème évoluer pendant plusieurs décennies, avec ses promesses et ses limites. Sa voix aujourd'hui est celle de l'expérience et de la sagesse. Et nous avons, pas des plus moindres, El Hadj Diop, qui est entrepreneur en série, qui est externe au CJD, mais on l'espère qu'il va rejoindre le CJD juste après. Il accompagne de nombreux entrepreneurs, des dirigeants, naturellement, dans plusieurs domaines. Et avec lui, on parlera de résilience, on parlera d'innovation et on parlera surtout de pourquoi un dirigeant isolé finit toujours par s'essouffler. Alors, peut-être qu'ils sont là, peut-être qu'on leur laisse juste un petit mot, dire salut pour nous confirmer qu'ils sont bien là. El Hadj va nous rejoindre dans une minute. On avait quelques techniques avec lui, mais il va nous rejoindre dans une minute. Donc, peut-être Mariéty et Samba peuvent s'introduire avant d'avoir elle. On leur donne peut-être quelques secondes pour dire bonjour à l'assistance et on leur remercie. Bonjour. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour Ndeye Awa. Merci pour cette belle présentation. Et je suis contente d'être là et de pouvoir partager avec vous.
ces quelques moments d'intimité, je vais dire, en tant que dirigeante. Voilà. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Marietou. Monsieur Sen? Est-ce que Monsieur Sen est avec nous? Bonjour à tous. Je n'avais pas allumé mon micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très honoré et très heureux d'être avec vous et de pouvoir échanger avec vous sur ces questions et problématiques importantes. Alors, je ne vais pas me présenter parce que ça risque d'être très long. J'ai fait beaucoup de choses, mais juste une chose. Moi j'ai été manager la première année où j'ai commencé à travailler. J'avais, dans ma 26e année, les 25 ans, j'ai commencé. Dès la 26e année, j'ai commencé à manager. Donc, j'ai une petite expérience sur le sujet. Une petite, c'est bien modeste. C'est ça. Merci d'être là avec nous. Donc, on va démarrer rapidement le temps que Elhadj nous rejoigne. Alors, comme je l'ai annoncé, nous allons faire 3 tours de table. Le premier tour de table, nous allons parler du choc de la posture, ce que personne ne dit avant de devenir dirigeant. Et ma première question va être adressée à Marietou Diouf. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en devenant dirigeante d'Etonature? Ok, merci pour cette question parce que le choc qu'on a lorsqu'on devient dirigeant, c'est vraiment le choc de la solitude, comme tu viens de dire tout en tantôt. Le fait qu'on soit seul et on est seul à prendre des décisions, on est seul à faire pas mal de choses, c'est ça qui fait que c'est un choc pour nous. Et aussi la pression permanente côté finance, trésorerie, tout ce qu'on vit. Donc, c'est vraiment des chocs qu'on ne savait pas. Et voilà, surtout la solitude lorsqu'on démarre, c'est vraiment difficile parce qu'on n'a personne à qui parler. Surtout dans mon cas, j'avais ma famille, je n'avais pas de famille entrepreneur. Donc, du coup, je devais chercher par moi-même des solutions. Et c'était vraiment un choc pour moi. Voilà. Super. Ben, on va écouter peut-être Monsieur Sen, ce qu'il va nous dire par rapport à son expérience. Aujourd'hui, y a-t-il une vérité difficile sur le métier de dirigeant que vous avez découverte dès votre première année? Bon, évidemment, le dirigeant se caractérise par la solitude de ses responsabilités, ça c'est indéniable. Mais moi, il y a 2 choses qui m'ont vraiment frappé et qui sont peut-être naturelles, qu'on devait savoir, mais qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas commencé à diriger les personnes. C'est être capable de communiquer. On n'est pas naturellement. Et on est jeté un peu au devant de la scène dès qu'on devient manager, dirigeant, et on doit parler aux gens. Et ça, ce n'est pas simple. C'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, mais il faut s'y préparer. La deuxième chose, qui est une chose très humaine, quand on dirige, et même quand on est dans des organisations, on compose avec des gens qui ne nous aiment pas forcément. Et peut-être qu'on n'aime pas, mais quand on est dirigeant, bon, on ne doit pas le montrer. Mais j'ai dit une fois à un collègue, comme ça, sur le ton de la raillerie, je lui ai dit, on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche pour travailler ensemble. Ça avait un peu choqué certains. Je lui ai dit, on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche pour travailler ensemble. Bossons ensemble, il y a des objectifs qui nous réunissent, essayons de les atteindre. Quelqu'un peut ne pas m'aimer, ce n'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de travailler avec lui, ça ne doit pas l'empêcher de travailler avec moi. Mais c'est vraiment les 2 choses que je découvrais quand j'ai commencé à manager, à diriger. Voilà. C'est vrai que le point sur la communication est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans nos cursus scolaires, on ne nous apprend pas les soft skills et ça fait partie des soft skills.
On ne nous apprend pas à bien défendre nos projets, à prendre la parole. On nous apprend juste à avoir de très bonnes notes et d'avancer. Et aujourd'hui, beaucoup de professionnels font face à ces difficultés sur, voilà, j'arrive pas à m'exprimer, etc., etc. Et pour moi, on a appris la leçon et il faudrait que dès maintenant, qu'on puisse l'instaurer très tôt. Alors, est-ce que LH est avec nous? Non, pas encore. Il est en train de réinstaller son Meet, donc peut-être il pourra rejoindre sur le second tour. Très bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous, Marietou, pourquoi selon vous, est-ce qu'il y a des idées fausses, on va dire? Est-ce qu'il y a des idées fausses que vous rencontrez chez vos collègues entrepreneurs? Là, vous faites partie certainement de plusieurs réseaux d'entrepreneurs et vous-même, est-ce qu'il y a des idées fausses que vous entendez, que vous pensez vraiment que, voilà, il est temps de les mettre sur la table et d'en parler? Pour ma part, en fait, par rapport aux idées fausses, comme tu viens d'énoncer, c'est en fait, on ne prend pas la peine en fait de s'écouter, de changer peut-être entre entrepreneurs pour pouvoir vraiment, parce qu'on a les mêmes problématiques en fait, in fine, on a les mêmes problématiques. Ouais. Et parfois, voilà, il y a des idées peut-être qu'on a, mais c'est la manière, c'est les problématiques qu'on a, c'est la manière de les exécuter qui font qu'aujourd'hui, on va penser que ça existe que chez nous, alors qu'in fine, être entrepreneur, en fait, on a ces mêmes problématiques-là qui reviennent et voilà. Donc, tant qu'on est ensemble, on essaie de se parler entre nous, voilà, on peut s'échanger mutuellement, sortir voilà, de ces problématiques-là sans pour autant même aller chercher des experts parce que c'est quelque chose qu'on vit nous-mêmes. On le vit chaque jour, quoi. C'est des choses qu'on vit et qu'on va exécuter chaque fois. Et l'idée, c'est de vraiment trouver aujourd'hui, voilà, moi, lorsque vous parlez d'idées fausses, je ne vais pas aller dire idées fausses, mais c'est juste que parfois, c'est des incompréhensions qu'on a, mais si on est seul, on ne peut pas savoir où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Très bien. Je ne sais pas si on l'a dit au début, mais vous pouvez poser des questions sur le chat qu'on pourra en même temps remonter aux intervenants. N'hésitez pas. Et je pense que Djigo, je te laisse peut-être la main sur le chat pour voir s'il y a des questions pertinentes qu'on pourrait remonter en même temps pour que vraiment la discussion soit assez interactive. Parfait, parfait. Oui, j'ai un œil sur le chat. Super. Excellent. Il y a une autre question que j'aimerais poser à M. Sen, le temps que LH nous rejoigne. C'est aujourd'hui, en tant que... LH est là, OK. En tant que dirigeant, quel a été aujourd'hui le moment où tu as réellement compris que diriger n'est pas seulement prendre des décisions, mais aussi porter un poids qui est vraiment invisible? Alors, moi, ça, je pense que je l'ai compris très tôt. J'ai compris très tôt parce que moi, je suis arrivé en entreprise, donc à l'époque, hein, c'était une lointaine époque, au début des années 80, c'était juste avant la création de Sonatel. Donc, je faisais partie de la première équipe de Cheikh Tidiane Mbaye. Donc, il n'était pas le premier DG, mais je faisais partie de son équipe de la direction des études. Et on avait énormément d'ambition pour développer le réseau au service du pays. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'on avait, je dirais, une vision qui allait au-delà de l'entreprise. Nous, ce qu'on voyait, c'était le pays. Et donc, on portait tout ça. On portait cette ambition de faire du Sénégal un pays de télécommunications reconnu. Et on était un petit groupe de jeunes, hein, Yann Baye, beaucoup connaissent, n'était pas beaucoup plus âgé que nous. C'était un peu plus âgé, mais c'était un groupe de jeunes. Et je pense qu'on était une génération qui arrivait dans les télécoms. On trouvait des aînés qui avaient fait beaucoup de choses. On était là pour prendre le relais. Et cette prise de relais-là
moi, je la vivais comme une affaire d'une nouvelle génération qui devait vraiment bâtir. Et ça, c'était déjà très lourd. Et après, avec la prise de responsabilité progressive, ça devenait de plus en plus lourd. Donc, on portait, je me souviens plus tard, quand la boîte a été privatisée, qu'un des actionnaires nous ait dit, mais vous pensez que la boîte vous appartient, alors que vous êtes des employés. Tellement on était engagé à faire de cette entreprise-là ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, cette responsabilité-là, oui, ça, je l'ai senti tout le long de ma carrière à Sonatel. Super, très, très intéressant. Donc, on va passer la parole rapidement à Elhaj. Elhaj, vous êtes là? Vous êtes avec nous? Oui, bonjour Ndayawa, oui, je suis là. Tout d'abord, m'excuser pour ce souci technique entre l'exclusion, la déconnexion de profil, etc. Voilà, ça s'est enchaîné en cascade, je ne pouvais plus réinstaller le Meet et l'actualiser. Donc, toutes mes excuses, voilà. Il n'y a pas de problème. Également. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, M. Diop. Alors, je disais tout à l'heure que Elhaj est un entrepreneur en série, donc fondateur de Akasa, et qui est actuellement externe au CJD, mais on va espérer qu'il va rejoindre le CJD juste après la session. Et dans le cadre de ses activités également, il accompagne beaucoup de dirigeants, il accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, avec lui, on va parler surtout de résilience, d'innovation, mais également de pourquoi un dirigeant isolé finit toujours par s'essouffler. Alors, la question pour vous, c'est une question que j'ai posée d'ailleurs tout à l'heure à Marietou, c'est quelle idée fausse rencontrez-vous souvent chez les jeunes entrepreneurs que vous encadrez? Très bien, merci pour la question. Hein. Alors, déjà, dans l'entrepreneuriat, hein, comme on sait tous, c'est un parcours qui est souvent semé d'embûches. Donc, tout le monde vient déjà avec cette conscience-là que ça ne va pas être quelque chose de simple. Peut-être un peu répondre sur deux volets, un volet très objectif, puis un volet quelque part subjectif. Le volet objectif, c'est que très souvent, on n'a pas forcément dans le cadre des nouvelles générations, hein, cette génération de béotiens, entre guillemets, cette culture de la patience quelque part. On est vraiment dans l'instantanéité. Voilà, ce qui s'explique très bien hein, par tout ce qui nous entoure de par le digital. On veut une série tout de suite, on a Netflix, on veut, voilà, tout ce que l'on veut finalement, là, immédiatement, on voit tout ce qui se passe un peu partout dans le monde en temps réel. Donc, on n'a pas forcément cette patience-là et quelque part cette humilité-là de savoir que pour être grand, il faut savoir être petit. Et quand on est petit, avoir cette humilité-là de faire les choses pas à pas, de construire très souvent brique par brique. Donc, je dirais que c'est peut-être une des observations hein, communes par rapport aux entrepreneurs généralement que l'on observe. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette fougue entrepreneuriale qui n'est pas forcément jeune, hein, parce que voilà, on a des seniors qui s'engagent dans l'entrepreneuriat également, heureusement d'ailleurs, parce que leur expérience est fort précieuse. Voilà, mais cette fougue-là, très, très souvent, ne doit pas nous pousser à ne pas garder cette humilité-là d'être petit, de construire pas à pas, de grandir et puis de faire les choses vite, mais bien, en fait. Donc, ça, c'est la première observation. Alors, d'un point de vue un peu plus subjectif, hein, en fonction peut-être de l'écosystème dans lequel on est, du cadre participatif que va mettre en place normalement l'État, hein, parce que c'est son rôle. On a souvent tendance à observer hein, chez les entrepreneurs, en fait, voilà, cette idée de dépendance forte vis-à-vis de l'État, quelque part, entre guillemets. Voilà, cette dépendance forte va très souvent nous amener à croire que si on n'a pas cette poignée de main-là avec telle ou telle autre personne, en fait, on ne va pas y arriver et être forcément tributaire d'attendre quelque chose. Hein. Et quand je dis État, c'est institutionnel de façon globale, ça veut dire les structures d'accompagnement, ça veut dire voilà, les partenaires techniques et financiers, etc. Alors que concrètement, quand on croit en ton projet, quand on a un beau projet, etc., notre pays, entre guillemets, ne croit pas en nous, il y a toujours d'autres opportunités, d'autres pays, et on le voit très souvent, hein, que les entrepreneurs sont souvent salués et récompensés ailleurs, alors que quelquefois, ont quelques difficultés dans leur propre pays. Donc voilà un peu l'observation générale hein, pour répondre à la première question. Merci.
Ndeye Awa, tu as une question dans le chat. Bon, je ne sais pas à quel moment il faut le prendre. Qui est dans un contexte de crise économique généralisée, quelle stratégie et posture un dirigeant doit adopter pour maintenir le cap et favoriser le redressement de son entreprise? Donc, je pense que c'est une question que beaucoup de dirigeants ici se posent aussi. Donc, voilà, je laisse ça dans la boucle. Excellent. Donc, je ne sais pas si si LH avait perdu la connexion ou il a terminé son intervention. Mais bon, on pose quand même la question à nos intervenants, M. Sen ou Marietou, par rapport à cette question de Mme Daffé qui dit, dans un contexte de crise économique, quelle stratégie et posture un dirigeant doit-il adopter pour maintenir le cap et favoriser le redressement de son entreprise? Peut-être, M. Sen, avec votre expérience, peut-être que vous pouvez nous partager quelques insights par rapport à cette question. Alors, une des choses importantes que j'ai apprises aussi dans le management, dans la direction d'équipe et d'entreprise, une des qualités importantes qu'un dirigeant doit avoir, c'est le courage managérial. Et je suis en train de lire un bouquin dont le titre c'est « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et c'est dans les moments de crise qu'on a besoin de ça. On a besoin de courage. On a besoin d'être vrai, d'être authentique. Et juste de faire son boulot de dirigeant, c'est de prendre ses responsabilités. Évidemment, quand on est dans des périodes difficiles, il faut être très focus sur ce qui fait réellement son business. Et quand il faut prendre des décisions difficiles, les prendre. Surtout ne pas tarder à les prendre au bon moment. Et les décisions difficiles, si on tarde à les prendre, elles plombent votre entreprise. Donc, courage managérial, prendre les décisions au bon moment, et puis ne pas être juste gentil, quoi, mais être vrai. C'est vraiment les choses que je peux dire sur ce sujet-là. Tout à fait, tout à fait. On retient que, via vos propos, que le métier de dirigeant n'est pas un rôle de façade ou de diplomatie forcée, mais il ne s'agit pas d'être toujours gentil, mais d'être vrai et authentique. Donc, c'est vraiment très important, je pense, et quelle que soit la posture qu'on doit prendre, effectivement, il faudra savoir prendre les décisions, même si ça fait mal, même si certains vont devoir en souffrir. Enfin, le malheur des uns fait le bonheur des autres, je pense qu'on le dit souvent. Mais voilà, il faut qu'en tant que dirigeant, c'est vrai que c'est une tâche assez lourde de prendre certaines décisions, mais des fois, il faut mettre le bien de l'entreprise devant en tout cas. Merci pour cette intervention. Est-ce que M. Elhaj veut dire quelque chose par rapport à cela ou Marietou? Très bien. Alors, c'est bon, c'est parfait. Est-ce qu'il y a une autre question sur le chat qu'on va... Il y a Mafal qui pose la question de ça. La dernière décision difficile que Samba a prise, mais je pense que c'est une question qui est valable pour tous nos et de la même manière aussi, c'est comment gérer les décisions difficiles. Je pense que ça s'aligne dans cette même manière-là, notamment celles qui touchent l'humain. Voilà. Tout à fait. Exactement. Alors, peut-être qu'on va passer rapidement au deuxième tour. En tout cas, merci beaucoup pour ces vérités qui sont parfois dures, mais tellement nécessaires. Et comme j'ai dit, on réalise que vraiment être dirigeant, ce n'est pas seulement une ambition, mais c'est aussi un choc. C'est un choc qu'on doit devoir assumer et gérer avec beaucoup de responsabilité et surtout de la sérénité. Je pense que ça aussi, c'est un maître mot, être serein pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, ce choc aussi se poursuit dans la gestion quotidienne, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des décisions à des moments ponctuels, mais c'est vraiment une gestion quotidienne, un daily. Et ce qui nous amène à notre deuxième tour de table qui va parler de pression, d'équilibre et de vulnérabilité. Parce qu'un dirigeant, c'est aussi un humain. Il a sa vie, il a sa famille, il a ses besoins personnels, ses passions. Donc, il doit pouvoir avoir cet équilibre-là entre perso et professionnel. Mais aussi, c'est un humain, donc il est vulnérable des fois et peut faire des erreurs des fois.
Donc, c'est vraiment des questions, des silences qu'on ne parle pas souvent. Donc, à Marietou, peut-être comment gérez-vous en tant qu'entrepreneur la pression et l'ambition de croissance? Parce que nous savons que voilà, l'écosystème assez entrepreneurial assez dur, surtout quand on est en phase de démarrage, en phase de croissance. On fait souvent face à des difficultés, on a besoin d'avoir de la rentabilité, on a besoin d'avoir des finances, etc., de gérer les ressources humaines, de gérer des emplois. Comment vous gérez aussi cette pression et cette ambition en même temps de croître? OK, pour ma part, par rapport à cette pression-là, je dirais que, en fait, j'utilise 3 leviers en général. Le premier, en fait, c'est vraiment bien structurer son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on démarre, on est amené à diriger seul. On n'a pas d'équipe. On veut tout faire seul. Et parfois, c'est ça qui nous fatigue. Donc, il faut mettre en place des procédures, des outils, avoir l'équipe, en fait, une équipe compétente. Parfois, c'est sûr que ce n'est pas facile. Et ça va nous permettre, en fait, de réduire notre charge mentale parce qu'aujourd'hui, on est vraiment, de ce côté-là, c'est difficile pour nous et d'éviter cette pression-là. Et en deuxième, je dirais le réseau. Moi, c'est quelque chose qui m'anime, franchement, depuis le début. Le réseau qui est le CJD ou un réseau vraiment d'entrepreneurs. Voilà, grâce au CJD, ça m'a permis vraiment de parler de mes doutes, de mes craintes, de pouvoir échanger avec des pairs qui sont dans la même situation que moi, comme je disais tantôt. Et voilà, de pouvoir en fait, d'avoir des gens qui peuvent me donner des idées, qui peuvent m'aider. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et en dernier, c'est vraiment l'équilibre personnel. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est entrepreneur, comme je disais tout à l'heure, on est seul et parfois, on ne veut pas déléguer. On veut tout garder pour nous et qui nous amène à avoir des problèmes en vous. Et donc, il faut vraiment pouvoir déléguer pour avoir l'équilibre aujourd'hui. Et comme tu disais tantôt, assumer ses vulnérabilités parce que quand même, parfois, on est des humains. Hein? On a nos stress, on part sur pas mal de situations. Voilà, l'émotion, tout arrive. Donc, il faut pouvoir en fait se dire, OK, ce qu'on a fait déjà soi-même, avoir l'équilibre sur soi, se dire, OK, on est seul ou bien on est avec des partenaires. Comment il faut faire aujourd'hui pour pouvoir déléguer, pour pouvoir aujourd'hui avoir du temps libre pour nous. Et moi, je pense que c'est important parce que si on n'a pas ces 3 choses-là, c'est-à-dire bien structurer son entreprise, le réseau qui est très, très important pour moi et en dernier, le côté personnel. Voilà. Merci. Super, merci beaucoup Marietou. En tout cas, ce que tu dis met en évidence que la solidité d'une entreprise dépend autant de son organisation interne que de sa capacité à s'appuyer sur l'extérieur. Donc, et la délégation également, je pense que c'est un maître mot. Moi, je me rappelle quand je devenais manager pour la première fois, le conseil qu'un mentor m'a donné, le premier conseil, c'est il faut déléguer. Il faut savoir déléguer. Parce que des fois, on a tendance à penser qu'on doit tout faire, qu'on doit tout maîtriser, qu'on doit tout gérer de bout en bout en tant que manager. En réalité, c'est pas ça. C'est juste savoir s'entourer et leur confier le maximum de tâches. Donc, merci en tout cas pour cette intervention. Et j'aimerais maintenant entendre M. Sen sur un autre aspect, à savoir l'aspect personnel. Comment aujourd'hui garder l'équilibre personnel quand on grimpe les échelons et qu'on doit toujours montrer une image forte aujourd'hui? Comment avez-vous traversé des périodes de doute? Comment vous les avez surmontées? Quels sont les conseils en tant qu'expérimentés que vous pouvez donner aux entrepreneurs qui vous écoutent aujourd'hui? Tout à fait. Alors, je vais d'abord répondre à la question de Mafal que je salue. Les périodes les plus difficiles, les décisions les plus difficiles sont celles qui concernent les personnes, qui concernent l'humain. Et généralement, c'est quand on doit se débarrasser d'un collaborateur. Tout à fait. C'est plus difficile. Comme je dis, il faut avoir le courage de le faire si ça risque de nuire à l'organisation elle-même. Mais humainement, c'est très difficile. Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, à la fin de l'année dernière, un collaborateur qui ne faisait pas l'affaire par manque de compétences et même peut-être par absence d'un certain nombre de valeurs.
Évidemment, quand vous faites ça, ou quand vous envisagez de le faire, tout le monde vient, même dans l'organisation. On est, disons les choses, on est un peu hypocrite au Sénégal avec notre masla. Non, il faut le laisser, peut-être qu'il va s'amender, etc. On ne peut pas tout le temps écouter ces gens-là. Il faut prendre la bonne décision quand les choses sont claires dans sa tête. Donc, ça m'est arrivé. Peut-être que ça m'arrivera encore, hein, pour le temps qui me reste peut-être à travailler dans des organisations. Ben, il faut faire. Quand on est obligé de le faire, il faut le faire. Alors, l'équilibre, moi j'ai commencé, comme je vous ai dit, j'ai commencé à avoir des responsabilités très tôt. Je n'étais pas marié, j'avais 26 ans, donc j'ai commencé à bosser, être très occupé tout seul. Et malheureusement, ça a continué. Malheureusement, j'ai pris des responsabilités, ça a continué. Et c'est vrai que j'ai eu des moments, je vais vous raconter comment je me suis occupé du réseau mobile au Sénégal. J'étais le premier directeur des services mobiles, ça appelle. Et après, et les débuts n'étaient pas faciles parce que la qualité était mauvaise parce que la croissance était simplement trop forte. Et malheureusement, ça c'était difficile à expliquer. Très difficile à expliquer parce que la boîte gagnait beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Les gens ne comprenaient pas qu'on ne puisse pas répondre aux besoins aussi rapidement qu'ils s'exprimaient. Mais techniquement, c'était le mobile. Personne n'a jamais pensé que ça allait se développer aussi vite. Et ça a été le cas. Je vous dis, il y a des périodes où je ne sortais plus de chez moi le week-end. Parce que gentiment, hein, quand je vais dans ma famille, on parle de problèmes de réseau, de coupures, etc. Quand je vais voir mes amis, on parle de la même chose. Alors, si dans ces cas-là, la famille nucléaire n'est pas un refuge, ben on craque. Le seul amortisseur à ce moment-là, c'est la famille, la petite famille nucléaire, l'épouse ou l'époux, les enfants. Les périodes, je pense, les plus difficiles de la vie d'un dirigeant, c'est quand on a des difficultés professionnelles et des difficultés familiales. Ça, on n'a pas de soupape de sécurité. Quand ça arrive, si on n'est pas très, très fort, ou si on ne prend pas de décision aussi ou familiale ou professionnelle, on reste dans une situation qui risque de nous faire du mal, de nous plonger dans la dépression, parce qu'on est tiraillé d'un côté et de l'autre. Ça, c'est les périodes les plus difficiles. Et quand ça arrive, encore une fois, c'est la capacité à prendre des décisions qui nous en sort. On a des problèmes familiaux, on a des problèmes dans la vie professionnelle, on ne sait pas où se réfugier. Et il faut être capable de prendre les décisions. On lâche l'un ou l'autre. Ça, là, à chacun de juger au bon moment de ce qu'il faut faire. Mais il faut décider. Encore une fois, la capacité à décider, elle est essentielle quand on dirige. Et décider au moment opportun. C'est ça, parce que décider trop tard, c'est trop tard. Voilà, je pense que... Et ça arrive, hein, c'est la vie, qu'on ait des difficultés ici et là. Ça arrive. Moi, je le dis parce que je l'ai vécu. C'est une expérience. Il faut décider. À ce moment-là, il faut décider. De dire, OK, l'activité professionnelle est trop prenante, j'ai trop de responsabilités, je lâche la responsabilité. Et j'essaie de réparer mes problèmes familiaux. Moi, à l'époque, je l'ai fait. Ça a eu un impact sur ma carrière, ascendante, mais je l'ai fait. J'ai décidé de dire, OK, je lâche un peu la professionnelle parce qu'il me prenait la tête complètement. J'essaie de réparer les problèmes dans ma famille. Bon, sur le temps long, je m'en suis sorti. Cette période-là, ça a été extrêmement douloureux, difficile. Donc, la vie d'une manière générale n'est pas un long fleuve tranquille. La vie de dirigeant, c'est encore pire. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est vrai que des fois, ça peut être extrêmement compliqué.
de prendre des décisions, surtout quand on est partagé entre pression professionnelle et pression personnelle. Et donc, moi, j'ai envie d'entendre M. Diop qui va nous dire ce qu'il en pense de tout cela et comment aujourd'hui, El Hadj, vous encouragez les dirigeants à assumer leur vulnérabilité. Oui, merci d'ailleurs pour la question. Donc, encourager les dirigeants à assumer leur vulnérabilité. D'ailleurs, je voudrais abonder dans le sens de Marie-Étoile, où elle parle de cette notion de sacrifice qui est certain quand on prend la voie de l'entrepreneuriat. Et forcément, en tant qu'être humain, on est vulnérable. Hein. Et il y a différents aspects sur lesquels on va peut-être se reposer hein, sans pour autant être exhaustif. C'est d'abord cette notion-là de délégation, voilà, qui est hyper importante et qu'à titre personnel, j'ai eu beaucoup de mal à faire et je continue d'ailleurs, que j'ai beaucoup de mal à faire en réalité, parce que très souvent, quand on est dans l'excellence opérationnelle, qui doit être vraiment le credo de tout porteur de projet, pour ne pas dire de tout dirigeant, voilà, cette excellence-là, opérationnelle nous pousse très, très souvent à voir les choses d'une certaine manière et voilà, d'être quelque part perfectionniste sur les tâches les plus granulaires finalement que l'on confie aux autres en fait. Donc, il y a cette notion de entre guillemets, contrôle qualité qui devient une obsession permanente dans le day-to-day, hein, comme tu introduisais dans ta question d'Ayawa, voilà, qui devient assez obsessionnel. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, au-delà de cet aspect délégation, il est important pour le dirigeant de ne pas être isolé. Ne pas être isolé, ça veut dire intégrer un réseau, partager avec des pairs, avoir des mentors. J'en profite pour faire un clin d'œil à Tonton Samba, que j'ai vraiment le plaisir voilà, de retrouver sur ce beau panel et de le partager avec lui, ce webinaire. Voilà, donc avoir vraiment cet aspect-là d'ouverture, d'être présent au rendez-vous du donner et du recevoir quelque part, apprendre des autres. Parce que finalement, on ne recrée pas la roue. On a peut-être des projets différents, on a peut-être des backgrounds différents, etc. Mais finalement, on a quelque chose qui nous relie d'un peu plus fort et d'un peu plus gros. C'est vraiment l'expérience entrepreneuriale, en fait, qui n'est pas un long fleuve tranquille, voilà, comme disait Tonton Samba tantôt. Et donc, il est important aussi, toujours en termes d'encourager hein, sur les dirigeants, de ne pas être... voilà, de savoir reconnaître ces vulnérabilités-là, en fait. Parce que quand on identifie un problème, généralement, voilà, on a 50% de la solution, dit-on. Donc, déjà, ça permet de savoir les points sur lesquels on est peut-être le moins à l'aise, de s'appuyer sur le réseau pour le développer. Au-delà des compétences, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, si on n'est pas bon financièrement parlant, en termes de gestion financière, il faut savoir se former dessus, etc. Et puis, regarder les personnes qui ont réussi sur ce volet financier-là, en tout cas, atteindre des objectifs de résultats. Donc, délégation, notion de réseau, donc partager voilà, avec d'autres pairs, intégrer des mentors. Et une dernière chose sur ce volet d'encouragement-là, et puis... Voilà, par rapport à la petite expérience personnelle que M. Sen a vraiment eu la gentillesse de nous partager, hein, il est important de dire vrai justement sur ces... Parce que le thème en lui-même dit vérité cachée, importance du réseau. Je pense qu'il faut, en tant qu'humain, avoir cette humilité-là, encore une fois, et puis avoir ce recul-là, de se dire, quand on n'est pas bien, l'entreprise ne peut pas aller bien. Il faut vraiment être bien. J'ai envie de dire psychologiquement, pour pouvoir justement accompagner une croissance qui ne sera jamais facile dans tous les cas de l'entreprise en fait. Et ce qu'on aime souvent dire chez Akasa, c'est que l'épanouissement personnel doit primer quelque part. Il n'y a aucun frein à allier épanouissement personnel et professionnel. Si les gens viennent à la boîte, la boule au ventre, ils ne vont pas être bien, ils ne vont pas mener à bien les tâches qui leur sont confiées, etc. Pour moi, cette alliance-là, elle est hyper stratégique, en fait. Donc, il faut savoir mettre bien ses collaborateurs, soit épanouis personnellement, et ce n'est qu'à ce moment-là, ils commenceront à s'épanouir professionnellement, à s'éclater sur les sujets qu'ils font au quotidien dans la boîte, etc. Donc, ne pas forcément s'isoler en tant que dirigeant, être ouvert. Ouvert, ça veut dire monter en compétence, ça veut dire partager les réseaux, etc., etc. Et puis, de façon globale, voilà. Alors, je suis en train de lire les questions en même temps, pardon.
Voilà, et puis de façon globale, je pense, voilà, Marieto a très bien résumé ces notions de vulnérabilité, de sacrifice, etc. Et puis les expériences de Tonton Sen montrent à d'essayer, que ce n'est pas un long fleuve tranquille et que le dirigeant est amené à s'encourager lui-même déjà à aller vers les autres, mais également être encouragé par les autres qui sont, entre guillemets, dans la même galère que lui. Merci. Super, c'est une très belle intervention. Il y a quelques questions sur le chat, mais il y a moi une question, un point qui me reste en tout cas en tête. Depuis quelque temps, j'ai eu à participer à un panel du CJD d'ailleurs, qui parlait d'expérience client. Donc, excellence opérationnelle, expérience client, que l'entreprise doit tout faire pour investir, voilà, pour assurer une très bonne expérience client. Mais la question que j'avais posée ce jour-là, à laquelle j'ai toujours pas de réponse, c'est aujourd'hui, parce que tout à l'heure, tu as parlé, Elage, de bien-être des entreprises. Pour moi, les employés sont des expériences clients internes. Donc, aujourd'hui, si l'entreprise met en place toute une stratégie pour avoir une très bonne expérience client externe, à quel moment l'entreprise réfléchit à la stratégie de l'expérience client interne? Parce que j'ai vécu en fait ce moment difficile, parce que j'étais dans une entreprise, un opérateur télécom. Et un opérateur télécom, comme vous le savez, il y a beaucoup de pression. Il faut tout le temps veiller à ce que l'utilisateur puisse appeler à temps, qu'il n'y ait pas de problème de réseau, etc., etc. Donc aujourd'hui, j'étais au devant de la scène. Je travaillais en tant que dans le département expérience client, mais mon bien-être était sacrifié pour le bien-être des clients. Donc à quel moment l'entreprise pense à mon bien-être, si on doit tout le temps penser au bien-être du client? J'ai toujours pas eu la réponse et j'ai reposé la question à un responsable RH et malheureusement, il m'a dit une vérité crue, c'est-à-dire que l'entreprise met souvent le bien-être ou le bien-être des employés en deuxième plan ou en dernier plan. Et moi, je ne sais pas, je n'arrive toujours pas à trouver la réponse. Comment assurer le bien-être client interne quand on doit tout le temps sacrifier son bien-être pour l'expérience client externe? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à cette question. Je suis preneur. Alors, je ne sais pas si M. Sen ou Marietou, vous voulez répondre ou dire un mot par rapport à cela, parce que Elage a vraiment parlé du bien-être qui est très important. Et j'aime bien la phrase qu'il vient de dire, comme quoi que si le dirigeant n'est pas bien ou si les employés ne sont pas bien, ben, l'entreprise ne serait pas en bonne santé. Alors, il y a une question sur le chat de Mafallo. Digo, je pense que c'est par rapport au coaching. Oui, en fait, avant Mafal, même, il y a eu d'autres questions. Je pense qu'il y a deux autres questions avant. Voilà. Donc, c'est surtout par rapport à comment, surtout les entreprises, les jeunes entreprises qui n'ont pas forcément les moyens, attirer les talents et surtout les garder. Parce que les talents reçoivent beaucoup d'offres d'ONG ou d'entreprises étrangères qui ont plus de moyens que les entrepreneurs. Et donc, ça constitue un gros problème. Comment maintenant pallier ce problème-là? Et après, maintenant, il y a une question spécifique pour Marietou. Je pense qu'elle aura l'occasion d'y répondre, spécifiquement par rapport au domaine de la cosmétique. Comment, en tout cas, s'en sortir dans un domaine qui est un peu plus compliqué, en tout cas complexe par rapport aux autres. Ouais, on pose la question à M. Sen ou Elage. N'hésitez pas. Bon, je peux peut-être prendre la parole avant Elage, que je salue. Alors, Elage m'appelle tonton parce que son père a fait partie des premiers cadres techniques qui m'ont accueilli à la Sonatel et on l'a découvert il y a peut-être un an ou peut-être un an et demi. Et j'ai gardé un très bon souvenir de son père et on s'est connus comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'il m'appelle tonton. Alors, l'histoire de l'expérience employée. C'est vrai qu'on n'y accorde pas suffisamment d'importance. Et on est dans des périodes, je pense d'ailleurs, vous l'avez dit au TDR, on est dans une période très incertaine, en fait, où toutes les entreprises disent qu'elles sont en transformation. Et en réalité, pour se transformer, on a souvent l'habitude de dire on met
le client au cœur. Mais en réalité, ceux qui sont au cœur, c'est le client et l'employé. C'est des choses qu'on fait en même temps. Si on néglige les employés, temporairement, ça va marcher. Ça peut marcher, on peut faire des résultats temporairement, mais sur la durée, ça ne marchera pas. Si les employés ne sont pas satisfaits de leur vie, comme dit Ella, s'ils viennent au travail la boule au ventre, ça ne peut pas durer longtemps. Ça ne durera pas longtemps. Et donc, ça, c'est la responsabilité du dirigeant de veiller à ça. Avec l'aide des RH qui sont le bras, je dirais, métier. Ça. Mais il faut vraiment, dans les projets de transformation d'entreprise, parler et mettre au même niveau l'expérience client et l'expérience employé. Parce que ce sont les employés satisfaits qui font des clients satisfaits sur la durée. Temporairement, avec la cravache, on peut amener les gens à faire des choses, le bâton, mais en réalité, ça ne marche pas sur la durée. Et ça, il y a plein d'exemples dans les entreprises, des études là-dessus, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment veiller à ce que les employés soient globalement satisfaits et qu'on s'occupe de leur expérience, de leur vie au travail. C'est très important. Alors, je pense qu'il y avait une autre question. C'était quoi l'autre question? L'autre question, c'était par rapport à la rétention des talents. Comment les recruter? C'est presque la quadrature du cercle, mais il y a la seule solution que je vois pour une entreprise qui démarre, qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est donner de la perspective et intéresser les employés aux produits ou à la réussite future de l'entreprise. Il faut arriver à ce qu'ils en fassent leur entreprise à eux. Et la seule façon, c'est de les intéresser à l'entreprise. On peut parler de stock options, on peut parler d'actions, etc. Mais en dehors de ça, on ne pourra jamais les payer autant qu'une grande entreprise. On ne pourra jamais leur donner les mêmes avantages. Mais si on arrive à les intéresser en leur disant qu'ils auront ou qu'ils ont des stocks options qui feront de véritables parties prenantes de l'entreprise, de la réussite de l'entreprise, peut-être. En dehors de ça, je ne vois pas tellement le beau discours ne suffira pas. Tout à fait. Pour donner cette perspective-là concrète, d'être de vraies parties prenantes de l'entreprise et de sa réussite future. Je ne vois pas autrement comment on pourrait faire. Super, merci beaucoup. Il y a LH qui veut dire quelque chose, vas-y. Oui, merci Ndayawa. Effectivement, je voulais revenir juste sur la question par rapport au bien-être et puis même expérience collaborateur au-delà d'expérience client. En fait, sur les aspects de bien-être, il y a différentes choses que l'on met classiquement un peu tous en fait en tant qu'entrepreneur. En société, c'est le baby-foot, tu vois, c'est vraiment les aspects classiques, la pause, le télétravail et des choses comme ça, en fait. Et depuis quelque temps, voilà, il y a vraiment cette réflexion-là. Voilà, il y a ce qu'on appelle les Chief Happiness Officers. Voilà, où ce n'est plus le responsable des ressources humaines, mais le responsable finalement de l'expérience agréable des collaborateurs en entreprise. Je pense qu'il faut aller au-delà de ces aspects-là. C'est pas le baby-foot qui fera qu'un collaborateur va rester, ni le billard, ni la console que l'on va avoir dans la salle de réunion, ou les longues pauses, ou le télétravail, etc. En fait. Voilà. Et au-delà de ça, il y a tous les aspects des conventions collectives qu'on a souvent sur le nombre de jours de congés annuels, sur les primes de 13e mois ou des choses comme ça, en fait, qui font partie également du package, suivant le positionnement qu'on a en entreprise, de pouvoir en bénéficier. Mais il faut savoir au-delà de ça. Pour moi, il faut vraiment changer le paradigme. Les générations Y, Z, etc., ainsi de suite, vont être sur d'autres types de paradigmes sur lesquels ils ont besoin de s'épanouir professionnellement, mais autrement, en fait.
on verra qu'ils n'ont pas le même rapport, en fait, que l'ont eu nos parents, par exemple, qui pouvaient rester toute leur vie dans la même entreprise, à titre d'exemple. Voilà, ils vont être très, entre guillemets, volatiles, entre guillemets. Voilà, de changer d'une entreprise à une autre, d'aller dans un pays à un autre, etc., de vraiment vivre voilà, différentes entreprises. Pour en venir où, finalement, comme disait tonton Sena, la carotte ne marche pas, le bâton ou la cravache ne marche pas. Une des choses qui semble marcher, en tout cas, c'est souvent, et d'ailleurs, tonton Sen l'a dit lors du dernier hackathon que nous avons fait, ce qui ne marche pas pour le dirigeant, c'est de dire, voilà, faites ce que je dis et ne faites pas ce que faites ce que moi je ne ferai pas en tant que dirigeant, en fait. Ça ne va pas du tout marcher, en fait. Okay. C'est-à-dire que quelque part, déjà, dans l'expérience client, il faudrait qu'on soit nous-mêmes à 200% de notre boîte, fortement impliqués, etc. Ce qui est souvent très naturel et que perçoivent bien les collaborateurs, parce qu'ils se disent c'est notre boîte, c'est nous qui gagnons l'argent, etc., quelle que soit la réflexion qui est derrière. Mais voilà, c'est un des premiers éléments qui est essentiel, en fait. C'est-à-dire que cette faculté-là, à ce que vos collaborateurs, vos partenaires s'identifient à travers vous, elle est hyper importante. C'est vraiment le premier élément pour moi qui permet déjà de savoir à la personne qui arrive dans la boîte, voici voilà, les efforts qu'ils consentent pour nous mettre dans les bonnes conditions. Charge à nous d'avoir cette possibilité-là de l'accompagner dans cette aventure entrepreneuriale-là, de partager un bout du parcours ou tout le parcours avec lui, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important. La deuxième chose, voilà, c'est comme, voilà, on n'est pas juste sur les notions de perspective dans la durée avec la personne. Il y a la pyramide de Maslow, hein, on sait tous les besoins, etc. Et vous allez voir que souvent, quand on dit bien-être, très souvent, on a peut-être cette facilité-là de le raccorder à des éléments financiers. Donc, on va parler automatiquement de la prime d'intéressement, on va parler d'augmenter le salaire. Voilà, ce ne sont pas que des aspects financiers. En tout cas, pour les nouvelles générations, ce ne sont pas que des aspects financiers. C'est des fois le temps qu'ils leur aient accordé, faire leur travail avec une intelligence artificielle sur un temps court de 2 heures en étant en télétravail et profiter du reste de leur journée parce qu'ils auront atteint leur objectif à faire autre chose, à être sur le téléphone ou sur d'autres réseaux sociaux, etc. Donc, ça peut être d'autres aspects qui ne sont pas purement financiers. Donc, très souvent, on fait cette erreur-là pour le bien-être de nos collaborateurs, de penser juste au-delà de la carotte, du bâton ou tout ce que l'on peut dire, de penser juste à ces éléments financiers-là. Il y a d'autres choses qui engagent la personne et qu'on arrive des fois à percevoir dans les entretiens annuels voilà, que nous faisons pour voir les perspectives, les évolutions, etc., que certains collaborateurs vont être très transparents sur ces aspects-là parce qu'il y en a d'autres qui les intéressent. Et il faut savoir, des fois, c'est simplement le fait d'incuber leur projet dans l'entreprise dans laquelle on est qui peut être un point positif. Et un point, comme disait tonton Sen encore une fois, d'intéressement du collaborateur dans la perspective dans laquelle on est. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai été un peu long sur ce sujet-là. Alors, une dernière phrase peut-être, excuse-moi, Ndaiawa, par rapport à attirer des talents. Il est vrai que c'est difficile. Hein. Je pense que nous, entrepreneurs, voilà, on a tous cette difficulté-là de pouvoir attirer et retenir des talents, mais au-delà des aspects financiers, au-delà des aspects également de, comment on peut l'appeler, d'intéressement que l'on peut avoir par la fibre patriotique, pardon. Voilà, il faut, je pense, voir la perspective aussi du côté collaborateur. C'est-à-dire, on est dans un système où socialement qui peut être des fois lourd. C'est-à-dire le collaborateur peut avoir en charge une famille, peut avoir en charge une grande famille au sens africain, etc. Donc, ce n'est pas une seule question financière, c'est une question d'être en soutien quelque part, c'est une question d'avoir la cherté de la vie d'or, c'est une question de pouvoir être à l'aise également psychologiquement, être bien dans sa peau pour bosser sereinement, etc. Donc, tous ces aspects-là sont à prendre en compte et pour moi, il y a un rôle crucial que doit jouer l'État dans cet accompagnement-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de notions qui circulent, etc. Mais pour moi, il reste une notion importante, en fait. Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'État soutient le secteur privé dans la création des emplois? Comment est-ce qu'on va sur des parcours d'alternance entreprise, école, etc.? Comment est-ce qu'on résorbe les questions de ces diplômés-là qui sortent chaque an et où un faible pourcentage est aujourd'hui en emploi dans le secteur privé, etc.
Pour moi, il y a toutes ces questions-là sur lesquelles l'État a un rôle fondamental à jouer pour nous aider, nous, entreprises. Et ça, c'est un vrai plaidoyer pour l'écosystème, les entreprises locales en tout cas, de nous aider, de nous soutenir. Ça passe par la Startup Act, ça passe par différentes choses, différents mécanismes qu'on n'a pas forcément le temps de développer ici, mais qui pourraient justement aider à résoudre cette question-là des attentes, voilà, par rapport à attirer des talents et surtout les maintenir. Merci, je m'arrête là. Merci, Elhadj. C'est très, très pertinent. Et la chose qui m'a plus touchée, c'est par rapport au bien-être des employés. C'est au-delà de l'aspect financier, c'est simplement aider l'employé à développer une passion, tout simplement. Aider l'entreprise à développer une passion, incuber son projet d'entreprise son projet d'entrepreneuriat dans l'entreprise, ça va de ça tout simplement. Donc, pour clôturer un peu cette deuxième partie rapidement, parce que je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps, pour moi, les punchlines simples à retenir, c'est qu'un dirigeant solide commence toujours par une équipe solide et une bonne structuration. Sans équilibre personnel, l'équilibre professionnel s'effondre. Reconnaître sa vulnérabilité, c'est déjà trouver la moitié de la solution. Un dirigeant perfectionniste doit apprendre à déléguer quand même pour durer et perdurer. Et une entreprise ne peut pas être épanouie si son dirigeant ne l'est pas. Pour moi, tous ces éléments que nous venons d'entendre sont extrêmement puissants. Et ça se résume en la solidité d'un dirigeant ne se repose pas seulement sur sa stratégie, mais surtout sur sa rigueur, mais aussi la capacité à reconnaître ses vulnérabilités et à s'appuyer surtout sur son entourage. Or, le meilleur antidote de la solitude, pour moi, et le meilleur antidote également du poids de la responsabilité, c'est justement le réseau. Donc, ce qui va nous permettre de plonger rapidement sur ce troisième tour qui va parler de réseau, qui est aujourd'hui une arme anti-solitude. Donc, ma question va à Marietou, qui est actuellement membre de CJD. Peut-être nous rappeler depuis combien de temps elle est membre de CJD. Mais aujourd'hui, Marietou, comment le CJD, qu'est-ce que le CJD vous a apporté, en tout cas, dans votre parcours de dirigeante? OK, merci pour cette question. Moi, je suis membre du CJD quand même depuis presque 10 ans, je vais dire. La dernière fois, on parlait de ça, on en rigolait. Les années passent tellement vite. Et franchement, le CJD m'a beaucoup apporté, beaucoup. C'est déjà un cadre de confiance. Et j'ai en plus entouré de pairs et de famille, je vais dire. Franchement, c'est une grande famille parce qu'on partage nos doutes, nos réussites. Et c'est un climat, en fait, d'entraide et de bienveillance au CJD. Et ce réseau m'a permis aussi de grandir en tant que leadership. Comme au CJD, on expérimente. Donc, ça m'a permis d'expérimenter des responsabilités collectives, à savoir, j'étais vice-présidente et trésorière d'un mandat avec M. John Ibou. Et aussi, j'ai eu à participer à un programme à l'international qui s'appelle GAFRIC Invest, qui m'a permis franchement de m'ouvrir, de voir ce qui se passe ailleurs, de pouvoir aussi accompagner des entrepreneurs sénégalais du Sénégal et de la diaspora pour devenir entrepreneurs, qui a fait qu'aujourd'hui, même des gens, des entrepreneurs qui étaient de la diaspora sont devenus membres du CJD. Et voilà, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. C'est l'école du dirigeant. Moi, je vais dire, c'est même l'école de vie entrepreneuriale au CJD, parce qu'on s'y retrouve, on est en famille et on s'échange. À chaque fois, on a tellement d'activités, on a tellement de formations. Même moi, je passe à des formations que j'anime moi-même. Et du coup, à chaque formation, on grandit. Voilà, c'est un cadre, franchement, moi, je dirais, il faut y être, parce qu'on n'apprend pas à diriger, comme disait tout à l'heure Gali, on le devient. Merci. Super, je vois beaucoup de pouces de Mafal et des membres du CJD. Bon, c'est très bien. J'espère qu'on aura beaucoup d'adhérents après. Voilà. Super, merci pour ce témoignage. Moi, j'ai rejoint le CJD il y a quelques mois, je dirais. Et j'apprends beaucoup déjà à travers ces types de panels, les rencontres, les échanges avec les membres, c'est extrêmement enrichissant. Et il y a un programme, en tout cas, je ne l'ai pas encore expérimenté, que je pense que va apporter beaucoup de changements.
Peut-être à la fin, le bureau CJD pourra en parler, mais je crois qu'à un moment donné, il y a un programme où les membres du CJD font, on va dire, une descente dans un entrepreneur, chez un entrepreneur, dans une entreprise, pour essayer de discuter avec cet entrepreneur de ses challenges, essayer de trouver des solutions ensemble. Je pense que ça, il n'y a pas de prix. Il y a toujours des challenges que les entrepreneurs rencontrent, les dirigeants, et le fait d'être entouré de personnes expérimentées, mais surtout bénévolement, pour échanger sur le challenge, trouver des solutions ensemble, pour moi, ça, c'est quelque chose de phénoménal et qui peut vraiment apporter beaucoup de points positifs aux dirigeants. Donc, je passe peut-être à Monsieur Découverte Pro. Exactement, voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment des cadres. On a pas mal d'événements comme ça qui font que même aujourd'hui, si vous êtes en face d'un problème, vous sollicitez juste les entrepreneurs. Les entrepreneurs viennent chez vous. Franchement, vous écoutez déjà. Parce que le plus important, c'est d'écouter. Parce que parfois, les solutions sont là, mais en écoutant, en fait, ça permet de déclencher pas mal de choses. Ouais. Ça, quand je l'ai su, je me suis dit, ah, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport aux autres réseaux auxquels on appartient. Alors, à Monsieur Sen, aujourd'hui, à votre niveau d'expérience, quel rôle jouent les réseaux? Est-ce que vous êtes déjà membre de certains réseaux depuis que vous avez intégré le milieu professionnel, des réseaux d'échange, des réseaux de pairs, et quelle valeur leur accordez-vous dans votre pratique? Alors, je vais vous dire juste sous forme de boutade, quand j'ai commencé à travailler, le réseau auquel je n'ai pas voulu appartenir, c'est le syndicat de l'entreprise. J'ai refusé. J'étais très jeune, hein, mais on est venu me demander de signer pour payer le check-up. J'ai dit non et je n'ai jamais appartenu en syndicat. Malgré tout, j'ai été quand même membre fondateur de l'amicale des cadres de Sonatel. J'y ai contribué, j'étais membre fondateur. J'appartiens à des réseaux. Celui qui est le plus constant, qui dure depuis le plus longtemps, c'est, moi je suis ancien enfant de troupe. C'est le réseau des anciens enfants de troupe qui est très fort. Hein, mais ce que je pense, moi je crois beaucoup au réseau. Bon, je suis membre fondateur d'Optique aussi, syndicat patronal. À l'époque, j'étais DG de Sonatel Multimédia qui s'occupait de l'Internet. Je pense que certaines réunions se sont faites dans mon bureau à l'époque en 2003, par là. Je pense que les réseaux sont importants. Les réseaux sont des espaces de protection, des espaces d'échange, des espaces d'influence, des espaces d'apprentissage où on construit une certaine intelligence collective. Et ça, c'est très important. Mais je pense que ce qui est le plus important dans les réseaux, c'est le but commun qu'on vise et les valeurs qu'on partage. Il ne faut pas que ça soit des intérêts, essentiellement des intérêts matériels. Et ça, c'est le cas des syndicats d'une manière générale. Moi, je ne crois pas à ça. Votre réseau, là, je ne le connaissais pas, mais ce que Garli Diaw a dit m'a convaincu. Parce qu'en fait, vous mettez l'économie au service de l'humain. Et ça, c'est important. Pour moi, ça, c'est un but élevé. Et viser ensemble des buts humains élevés, c'est ce qui doit faire, je dirais, l'essentiel d'un réseau comme ça, quel que soit ce qu'on fait à l'intérieur. Si on n'a pas ça, si on n'a pas des valeurs, des fortes valeurs positives partagées, un but commun, on n'y arrivera pas. Il y a plein de réseaux, de types de réseaux. Il y a des réseaux d'intérêt, je dirais, crypto-personnel, ça existe. Pour moi, ça s'arrête à ça. Il y a des réseaux, bon, les syndicats, qu'ils soient patrons et autres, on sait, on se bat contre quelque chose ou pour obtenir quelque chose. Et pour moi, un réseau, pour qu'il soit vraiment intéressant, il faut qu'il se pose sans s'opposer à qui que ce soit. Vous posez, vous avez des buts que vous voulez atteindre ensemble, vous ne vous opposez pas à quelqu'un d'autre. Vous voulez faire votre propre affaire, vous développer et viser ensemble des buts élevés. Et il n'y a pas de... L'intérêt matériel, financier
n'est pas la trame principale. Et ça, je pense que là, dans le CJD que je découvre, vous avez ça. Et c'est très, très, très important. Et je pense que c'est ça qui pourra faire votre réussite. Vous êtes libre à l'intérieur, vous êtes indépendant, vous faites des choses qui vous développent. Et c'est ça qui fera votre réussite en tant que réseau. Je vais terminer. Moi, je crois tellement au réseau que j'ai un projet de créer à l'échelle africaine, y compris la diaspora, un réseau de tutorés, de mentors et de mentorés. Ça, c'est un projet. Si ça intéresse quelqu'un, je suis prêt à travailler là-dessus avec eux. Parce que je pense qu'on a tellement de ressources africaines à l'échelle africaine dans nos pays, à l'échelle mondiale, qu'il faut que ça serve à quelque chose. Que ça serve aux jeunes Africains qui ont des projets, qui ont des idées, qui ont des problèmes dans leur activité, qui veulent développer leurs idées, développer leurs projets, résoudre leurs problèmes. Il y a forcément un Africain quelque part dans le monde qui peut bénévolement donner de son temps pour régler ces problèmes-là. Je crois énormément à la logique de réseaux, mais des réseaux sains, je dirais, qui sont vraiment sains. Voilà. Et super, c'est extrêmement important de mettre en avant aujourd'hui cet aspect valeur humaine dans les réseaux, effectivement. Il y a monsieur qui a levé la main. On peut lui donner la parole. Bonjour à tous, c'est Madame Mouk. Merci de me donner la parole. L'intervention de Monsieur Samba a fait écho. Parce qu'en fait, je suis issue de la diaspora, d'origine sénégalaise. Mes parents ont fait le sens inverse, en fait, une immigration économique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes comme nous, aujourd'hui, qui ont envie de retourner au Sénégal, d'y investir et de contribuer dans le but d'intérêt général et faire le sens inverse de nos parents. Donc, je trouvais cette intervention, non seulement de manière sentimentale, ça a résonné en moi, et je trouve que votre initiative est à saluer. Donc, c'était mon intervention. Et pour me présenter, je m'appelle Aïda Mouk, je vis à Versailles et je suis directrice de ressources humaines d'un grand groupe en France. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup. Effectivement, on confirme vraiment la pertinence des propos de M. Sen. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, ouais, mais je ne suis pas sûr si on pourra tout répondre à la fin. Oui. Mais il y a une question qui est spécifiquement adressée à Marietou, mais je pense peut-être que je vais mettre dans le chat le contact de Marietou et là, tout le monde comme ça pour des aspects spécifiques par rapport à un domaine. Mais il y a une question qui a été posée de savoir le rôle du dirigeant dans la gestion des conflits dans une entreprise. Bon, on l'a évoqué de manière disparate, mais peut-être c'est bien de revenir dessus. Et qu'est-ce qui a surpris en tout cas nos trois dirigeants-là dans leur rôle qu'ils n'avaient pas anticipé au départ? Voilà, je pense qu'on répond à ces deux questions. Je vais partager les contacts des trois différents intervenants pour les one-to-one. Et comme après, je pourrais donner la parole à Mariam Ba, qui est le président du CJD national, pour un peu les prochaines activités avant de conclure. Super. Alors, on vous laisse la parole pour répondre à ces deux questions rapidement. Et aussi, dans la foulée, M. Diop Elhaj pourrait nous dire ce qu'il pense d'un réseau, tout simplement, comme le CJD. Pourquoi c'est nécessaire pour un dirigeant, avant de conclure. Oui, merci pour la question, Ndeye Awa. Voilà, Mamadou, j'aimerais bien que tu répètes les deux questions et en attendant, je vais répondre peut-être à la question de Ndeye Awa. Je le disais en avant-propos, le réseau, pour moi, il est indispensable pour le dirigeant. Au-delà des questions de ne pas s'isoler, au-delà des questions de trouver des réponses avec ses pairs, etc. Voilà, il y a plusieurs notions qu'on nous apprend, nous, ingénieurs informatiques, et une des plus fortes, voilà, d'ailleurs, tu me confirmeras, c'est cette notion de thinking out of the box. Voilà, c'est-à-dire on est plongé la tête dans le guidon, le day-to-day,
cet objectif de résultat. Voilà, tous ces feux-là qui nous entourent à éteindre, etc. Et très souvent, on oublie voilà, on s'oublie humainement, on s'oublie sur beaucoup de choses. Le fait de sortir la tête du guidon, d'appartenir à un réseau, de se retrouver avec ses membres du réseau virtuellement ou en physique ou autre, voilà, d'échanger avec d'autres pairs, nous permettrait très souvent de trouver ce réconfort-là dont on a besoin en tant qu'humain, de voir que d'autres personnes peuvent avoir potentiellement les mêmes galères, même si ce n'est pas ce que l'on souhaite, mais peuvent nous aider, nous aiguiller à trouver des fois des solutions qu'on ne trouve pas d'emblée en ayant la tête dans le guidon. Donc pour moi, cette notion de thinking out of the box. La deuxième qui est importante et dont on a beaucoup parlé sur ce webinaire-là, c'est l'humain. On se rend très souvent compte, en tout cas ce qu'on nous dit, voilà, un ingénieur est celui qui trouve une solution à un problème. Et généralement, on nous dit que la majorité des choses, et qu'il n'y a rien d'ailleurs qui marche dans le monde si vous ne mettez pas l'humain au centre. C'est-à-dire si vous avez un projet entrepreneurial, quand vous réfléchissez produits, services, business model, tout ce que vous voulez, vous vous rendez compte que ça marche beaucoup mieux quand vous prenez un humain et que vous le mettez au centre, que ce soit votre client, votre partenaire, vous-même, votre collaborateur ou autre. C'est-à-dire que les décisions éclairées que vous allez prendre, quand vous mettez un humain au centre, vous êtes généralement plus à l'aise et vous avez une vision, en tout cas plus humaine de la chose. Et donc, généralement, ça répond également à nos pairs. Et puis, le troisième aspect, hein, au-delà de thinking out of the box et puis de placer l'humain au centre, en fait. C'est-à-dire que ce qui est important également dans cette notion de réseau-là, c'est qu'il y ait cet objet central-là, finalement, qui nous relie. Généralement, il y a beaucoup plus de choses en réalité qui nous relient que beaucoup plus de choses qui nous divergent. Et de pouvoir poser des choses sur la place publique telle qu'il est recommandé dans beaucoup de choses nous permet d'avoir cette vision-là. Donc, pour moi, le réseau, il est déterminant. Et de ce que j'ai entendu dire, malgré tout, sur le CJD, voilà, ça me semble un excellent réseau pour les entrepreneurs d'y retrouver leur pairs, mais également, voilà, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de visite en entreprise, de pouvoir voilà, exposer, partager avec d'autres pairs, et puis d'avoir des solutions humaines en fait. Donc voilà, merci. OK, donc comme demandé par rapport aux questions qui avaient été posées, donc la première, c'était qu'est-ce qui vous a surpris dans ce rôle de dirigeant que vous n'avez pas forcément anticipé au départ. Et la deuxième, c'était la place qu'occupe la gestion de conflits dans le rôle de dirigeant. Alors, j'y vais une phrase pour chacune des deux questions pour laisser la parole à Marie-Étou et puis à tonton Sen. Alors, sur la gestion des conflits, je commence par la deuxième. Voilà, en fait, généralement, ça relève des questions humaines. C'est comme toutes les questions qu'on peut avoir d'ordre familial ou autre. Pour moi, cette prise de recul-là, elle est vraiment naturelle. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que pour moi, tout passe par une discussion. Voilà, c'est-à-dire il faut savoir se poser avec les personnes et surtout se dire la vérité. C'est-à-dire cette notion de masla qu'on a au Sénégal, qui est très culturelle en fait, pour moi, a fortement ses limites. Moi, je privilégie très souvent, en fait, d'ailleurs, je n'utilise même pas le téléphone, j'aime bien voir la personne face à face, etc. Et puis essayer de comprendre quel est le problème, quel est le souci, etc. Après, ce que je ne sais pas faire, entre guillemets, c'est que je ne vais pas m'attarder, si on peut le dire ainsi, sur des problèmes conflictuels. C'est-à-dire, ce qui va plutôt m'intéresser, c'est la solution en tant que telle. Je ne demande pas, voilà, si c'est deux personnes qui sont concernées ou moi-même qui suis concerné, je ne reviens pas sur le problème. Je vais aller directement à la solution en réalité. Et puis donc, ce qui m'a le plus surpris, en fait, en tout cas les boîtes que j'ai montées ou celles que j'ai dirigées jusqu'à présent, bon, quelques-unes qui ont été cédées, en fait, c'est vraiment cette capacité à créer de la scalabilité dans les boîtes, en fait. Généralement, on sait que ça va être dur, on sait qu'on va prendre cher, on a anticipé tout ça psychologiquement, mais c'est toujours au-delà de tout ce qu'on aura pu imaginer. Et ça n'a pas vocation à décourager qui que ce soit. D'ailleurs, c'est tout le challenge et tout le plaisir qu'il y a finalement, parce qu'à chaque fois qu'on livre un beau projet ou quoi que ce soit d'autre, voilà, c'est cette satisfaction-là, de cette atteinte d'excellence opérationnelle, d'apporter de la valeur, d'avoir apporté peut-être un sourire à travers une solution sur un problème ou autre, qui est finalement la plus belle chose que l'on fait, nous, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Mais voilà, c'est l'élément qui m'a le plus surpris, cet aspect scalabilité. Merci.
OK. Pour mon cas, moi, je pense que je vais revenir pareil, comme vient de dire Elhadj, c'est l'humain, en fait, parce que pour avoir eu à travailler en dehors du Sénégal, en revenant entreprendre, c'était vraiment dur de comprendre, en fait, avec la culture sénégalaise, qu'il y a des codes qu'il ne faut pas, en fait, aujourd'hui, en fait, faire. Parce que le masla, comme on vient de dire, le fait qu'aujourd'hui, même le gardien, tu dois te comporter d'une certaine façon parce que, voilà, sinon il va être frustré, même si tu lui dis la vérité, il y a une façon de le faire. Donc, c'est ce côté-là, en fait, masla, le côté, en fait, culturel du Sénégal, que, bon, surtout étant femme, parfois on tombe sur des situations, il y a des hommes qui ne veulent pas être dirigés par des femmes. Donc ça, c'est des aspects aussi que je veux souligner ici, qui m'est arrivé personnellement. Voilà, donc du coup, ça choque en fait. Et le fait de se dire, OK, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut s'adapter en fait à la réalité d'ici pour se dire, OK, voilà, il faut les comprendre en fait, il faut les écouter, comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir travailler. Et voilà, et pour moi, c'était un choc de vouloir en fait se dire, OK, est-ce que je dois faire de telle sorte qu'il doit faire comme moi ou bien je dois m'adapter? Donc au début, c'était pas facile. Qui amène parfois des conflits voilà, en interne, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, parfois, tu peux parler à un collaborateur qui ne va pas vouloir t'écouter juste parce que la manière dont tu lui parles, parce que pour toi, c'est naturel, mais pour lui, peut-être, il y a une façon de parler. Donc, c'est des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, voilà, moi, ça m'avait choqué au départ et jusqu'à présent, hein, je travaille là-dessus, mais le fait, en fait, de parler avec des entrepreneurs, ça m'a plus aidé en me disant, OK, je ne suis pas seule à vivre ça, mais il faut trouver des moyens pour sortir de ces problématiques-là. C'est ça. Super, merci beaucoup Marietou. Monsieur Sen? Bien. Bon, ce que j'ai vraiment constaté, hein, et ça, c'est la réalité quand on dirige au Sénégal ou quand on manage les gens, il y a un défaut de franchise. Les gens ne vous disent pas exactement ce qu'ils pensent. Ça, malheureusement, c'est peut-être lié au masla, lié au fait parce que vous pouvez influer sur leur ascension professionnelle. On ne vous dit pas, la majorité, hein, ne disent pas ce qu'ils pensent. Et d'où la nécessité pour vous, dirigeants, d'avoir on revient au réseau, d'avoir votre réseau personnel à l'intérieur de vos organisations. C'est pas du flicage, hein. C'est pas du flicage. Je pense la dame qui a parlé tout à l'heure, là, qui est RH, peut-être pourra le confirmer. Mais quand on dirige, il faut qu'on ait une sorte de réseau informel d'information à l'intérieur de son organisation. Parce que sinon, le risque, c'est d'être complètement coupé de la réalité du terrain, d'être complètement hors sol. Ça, on ne le sait pas à l'avance, on le découvre. Et c'est très surprenant. Et avant de venir au conflit, la gestion de conflit, je voulais quand même dire un mot sur les valeurs. Parce que pour moi, c'est vraiment le vrai cheval de bataille. Et c'est pour le dirigeant, c'est peut-être la chose la plus importante. Et une des valeurs cardinales, mais qui doit être au-dessus de tout, c'est l'exemplarité. Quand on prône quelque chose dans l'entreprise, il faut que le dirigeant le porte en premier. Dans tout ce qu'on fait, c'est essentiel. Comme disait Elhadj tout à l'heure, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais, ça ne marche pas. Il faut montrer l'exemple quand on est dirigeant. Et si je devais prendre deux valeurs essentielles, c'est d'abord la probité morale et intellectuelle. C'est important. Et la deuxième valeur, c'est le courage. Si on n'est pas courageux, on ne doit pas diriger. Être leader et dirigeant, c'est fait pour des gens courageux. Ce n'est pas fait pour des poltrons, des gens pusillanimés. Non, ce n'est pas fait pour eux. Il ne faut pas essayer. Quand on sait qu'on est comme ça, il ne faut pas essayer. Parce qu'on n'y arrivera pas. Maintenant, les conflits,
La gestion des conflits, en fait, c'est un des rôles importants du dirigeant. C'est lourd de diriger, hein, parce qu'on gère des conflits, effectivement, mais dans la gestion des conflits, il y a des choses qui sont importantes. On joue un rôle de conciliateur, si on n'est pas, même si on est directement concerné. On joue on doit être aussi équitable. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on est plus en bon terme avec quelqu'un qu'on doit le favoriser. C'est pas parce qu'on est le chef qu'on a toujours raison. On doit être équitable. Ce n'est pas simple. Quand on a tort quelque part, il faut accepter de le reconnaître. Il y a des moments où le chef a tort. Il s'est planté. Il faut qu'il accepte de le reconnaître. Il ait le courage de le reconnaître dans les formes qu'il faut. Parce que ça met en danger l'organisation. Mais il faut le reconnaître. Donc, gérer les conflits, on le fait tout le temps. En conciliateur, en décideur aussi. Il y a des moments dans les conflits, il faut prendre une décision pour régler le problème, parce que c'est le problème qui crée le conflit qu'il faut régler. Voilà, vraiment les quelque chose que je voulais vous dire, et peut-être une recommandation que je voulais vous donner. Dans notre écosystème, il y a de très bons dirigeants. Tout à fait. Il faut les identifier et les amener à échanger avec vous. Il y en a quelques-uns que je connais, que je trouve qui ont fait grandir leur entreprise avec des valeurs, avec une bonne façon de manager. Ceux-là, il faut les connaître, soit ils vous rejoignent, bon, s'ils sont un peu plus âgés, au moins qu'ils transmettent quelque chose. Je pense que c'est très important. Super, merci beaucoup, Monsieur Sen. J'ai bien aimé les propos, comme quoi qu'il ne faut pas être... On ne peut pas diriger si on est poltron, mais je me demande, on peut être poltron au début et puis avec l'expérience d'être dirigeant et tout, ben, on peut se fortifier et devenir finalement... C'est possible, c'est possible. Donc voilà, il faut toujours essayer pour moi. Excellent, je pense que on va s'en arrêter là pour ce dernier tour. Et pour moi, ce dernier tour nous a rappelé que le réseau n'est pas un luxe, mais vraiment une nécessité. Qu'il s'agisse de protection, d'influence, d'échange, mais leur vraie valeur réside dans le but commun et les valeurs humaines. Et M. Sen nous a rappelé deux valeurs essentielles, à savoir la probité morale et intellectuelle, mais également le courage. Et le réseau ne doit pas être réduit à des intérêts, surtout matériels. Donc, en guise de conclusion, une conviction ressort clairement, c'est que être dirigeant, c'est d'abord accepter qu'on est humain, trouver son équilibre personnel et professionnel, mais également savoir prendre des décisions, les bonnes décisions, tout en restant équitable pour le bien de l'entreprise, même si ça fait mal, même si ça peut créer un malheur pour d'autres personnes, et surtout ne jamais avancer seul. Donc, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre témoignage sans filtre, ainsi que les expériences, le partage d'expériences, et également des remerciements à tous ces participants. Je pense qu'on a comptabilisé un peu plus de 55 ou 60 participants pour votre présence. Merci pour votre présence et les questions pertinentes. Donc, Djigo a partagé les contacts des intervenants. N'hésitez pas à les rencontrer parce qu'en réalité, le réseau commence par cela, des échanges avec des experts du milieu, mais également, il faut intégrer le CJD. C'est le maître mot, je pense, de toutes ces sessions. Merci encore. Ce fut un plaisir d'avoir modéré ce panel et je passe la main à Djigo pour la clôture. Merci. Merci, Ndeye Awa, pour, en tout cas, pour cette modération de haute facture, comme on dit. Et les interventions, en tout cas, de nos différents panélistes, Samba, Marietou et Elage, en tout cas, pour la disponibilité et tout. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mariama, qui est la présidente du CJD national, donc qui va revenir peut-être sur le next step. Donc, pour rappeler aussi, j'ai partagé le lien pour rejoindre le CJD, donc je repartage à nouveau tout à l'heure. Et j'ai partagé aussi les liens des profils LinkedIn des trois intervenants. Comme ça, connectez-vous dans le réseau et leurs adresses email aussi. Donc, Mariama, si tu es là, tu peux désactiver ton micro et voilà. Donc, on est à ton écoute. Donc, merci Djigo pour la parole.
Donc, moi, je suis Mariam Abba, notaire de formation et de profession, membre du CJD depuis 7 ans et présidente du CJD national sous le mandat Baobab. Donc, d'abord, ça va être des remerciements, des félicitations, des recommandations et finalement également la solution qui a été apportée. Donc, déjà, félicitations pour cette très belle initiative qui a été portée par le bureau de Dakar et les membres de mon bureau. Vraiment la réussite de cet événement. Et comme l'a dit Ndayawa, qui a compté à peu près 50 participants, donc ça, c'est une très belle réussite. Finalement, c'est aussi un petit peu un début d'entrepreneuriat, de réussir les KPI que nous sommes fixés. Donc, remerciement également à tous les participants qui sont venus à la découverte de notre mouvement et remerciement également appuyé à l'endroit des panélistes, Mariatou, la reine du bio, qui a été, on a eu à faire une formation il y a quelques temps ensemble. Samba Sen, des spectateurs de l'écosystème sans mots. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé sa phrase où il dit qu'on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche pour travailler ensemble. Donc, ça reflète beaucoup de vérité. Et remerciement également à Monsieur Diouf qui nous a rappelé avec beaucoup d'humilité les valeurs intrinsèques pour être un bon dirigeant d'entreprise. Et enfin, Digo et Ndeye, vraiment bravo pour cette belle modération, aux questions pertinentes qui ont permis vraiment à nos panélistes de pouvoir se livrer sans filtre ni tabou. Et en tout cas, il en ressort vraiment de ce panel beaucoup de tips, beaucoup de recommandations. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris et ça me rappelle la citation de Albert Einstein qui dit que dès que tu cesses d'apprendre, tu commences à mourir. Donc, vraiment merci à vous pour tout ça. Et cette belle citation me permet finalement de revenir sur finalement la mission du CJD qui a très bien été présentée par Gardi. Et donc, le CJD, c'est l'école du dirigeant. C'est le lieu où se forment les dirigeants. Donc, en tout cas, moi, ce que vous avez certainement compris, c'est que le CJD, finalement, est le début de la solution aux problématiques des dirigeants, des solutions à des mots et finalement également des réponses à certaines questions qu'on peut se poser. Et également sortir de notre solitude, comme a pu le dire Mariatou. Donc, nous, pour cette dernière année, et cette dernière année du mandat Baobab, nous allons, quand je dis nous, c'est-à-dire autant le national que la section de Dakar, la section de Saint-Louis, vous proposez différentes activités, différentes formations, commissions, différentes thématiques sous différentes formes, parce que l'objectif également, c'est d'innover. Et quand on est président d'association ou de bureau, on doit quand même répondre à une problématique. Et nous, notre problématique, c'est vraiment de former et d'accompagner le dirigeant et également permettre au mouvement en fait, de remplir sa mission et de rayonner. Donc aujourd'hui, finalement, cette activité a donné le là, a donné le go aux activités qui vont venir sur les mois à venir. Et nous allons d'abord démarrer avec le mois d'octobre, avec la rentrée nationale qui va avoir lieu à Lumpoun du 4 au 7 octobre, sous le thème de l'intelligence émotionnelle. Le 17 octobre, ça va être la rentrée de la section de Dakar et le planning est en train de se stabiliser. Donc finalement, pour revenir sur le compte Action, parce qu'en tant qu'entreprise, on doit générer du cash. Donc c'est que vous puissiez intégrer notre mouvement. Donc, je le rappelle, en fait, le mouvement, c'est un mouvement qui est vivant. Donc, intégrer un mouvement, oui, mais intégrer un mouvement vivant. Nous sommes un mouvement apolitique et vraiment ancré sur la valeur humaine, avec la ferme intention de soutenir l'entrepreneur, soutenir l'entrepreneuriat et également l'économie. Donc, intégrer un mouvement vivant, tel une belle famille. Et là, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Mariatou sur le fait que lorsqu'un dirigeant de notre association a besoin de solutions, on peut réunir ce qu'elle avait appelé une réunion, c'est un GAD, c'est un groupe d'aide à la décision, et ça se fait vraiment bénévolement. Donc vraiment, le CJD, c'est une famille, et nous fonctionnons sur des fonds propres, et donc voilà, le bénévolat est vraiment notre maître mot. Donc vraiment, ici, c'est vraiment l'humain. Donc voilà, ce que je tiens vraiment à préciser, c'est la valeur humaine du mouvement. Moi, je vous remercie et félicitations à vous tous. Merci beaucoup, Digo, pour la prise de parole. Merci, Présidente. Merci, tout le monde. Donc, pour rappel, on fera un document de restitution. Donc, tout ce qui a été discuté sera mis dans un document. Donc, il va
revenir un peu sur les différentes questions. Donc, il vous sera partagé en tout cas par mail et ce sera diffusé aussi dans les réseaux sociaux. Merci tout le monde et bonne soirée et bon week-end à vous tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.